Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter un module important de la suite Nik Collection, à savoir SilverFX Pro 3. J'ai réalisé une formation complète à la suite Nik Collection. Cette formation a quelques années et commence à prendre quelques rides. Aussi, j'ai décidé de réaliser plusieurs tutoriels sur la nouvelle suite Nik Collection 5 et en particulier sur les modules qui ont été modernisés et sérieusement mis à jour. Nous allons commencer donc ici par le module emblématique de la suite Nik Collection, à savoir SilverFX Pro 3. Alors cette suite Nik Collection a déjà plus de 25 ans. Elle a été développée par la société Nik Software. Ensuite, la suite Nik Collection a été rachetée par Google, qui n'a pratiquement rien fait dessus et qui a fini par la rendre gratuite. Il y a quelques années, elle a été rachetée par DxO Lab, qui a donc réalisé déjà plusieurs versions et qui a sérieusement mis à jour et rajeuni cette suite Nik Collection. Alors ce module SilverFX Pro 3 maintenant est dédié à la conversion en noir et blanc de vos photos. C'est de loin la meilleure façon de faire de la conversion noir et blanc. C'est très complet, vous allez voir. Il est très utilisé par les photographes et il est reconnu comme étant le meilleur dans sa partie. Alors nous allons partir de Lightroom avec cette photo que je vais convertir en noir et blanc. Dans Lightroom, je n'ai pratiquement rien fait si ce n'est un développement de base pour raviver un petit peu les couleurs, pour retrouver un petit peu des détails. Je vous conseille de ne pas débruiter tout de suite votre photo. Pourquoi ? Parce que dans SilverFX Pro, on va sérieusement travailler cette image et bien évidemment, on va faire monter du bruit et je vous conseille de la débruiter quand vous reviendrez dans Lightroom avec votre belle photo en noir et blanc. Tous les modules de la suite Nik Collection sont des plugins dans Lightroom et également dans Photoshop. Certains modules sont capables de fonctionner en standalone, mais pas tous. Alors, comment fait-on pour accéder à la suite Nik Collection à partir de Lightroom ? C'est très simple. Je fais un clic droit sur la photo et je vais dans Modifier dans et je choisis donc SilverFX Pro 3. Là, on va modifier une copie avec les corrections de Lightroom, c'est-à-dire que Lightroom va faire une copie virtuelle de notre photo. Je vous conseille plutôt de faire ceci que de modifier directement l'original. On va l'exporter en TIFF, car SilverFX ne travaille pas directement sur des fichiers RAW. Avec un fichier TIFF, on est sûr de garder tous les détails de la photo. Il n'y a pas de compression, ou bien si on fait une compression, elle est sans perte. Je vous conseille l'espace colorimétrique le plus grand, ProPhoto RVB. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes tutoriels, quand on fait de la retouche photo, on travaille toujours dans l'espace colorimétrique le plus grand, avec une profondeur de 16 bits par couche, et le reste, une résolution de 240, on n'y touche pas. Je clique sur Modifier, et là je me retrouve dans SilverFX Pro. Alors je vais un petit peu agrandir la fenêtre. Voilà, j'ai redimensionné ma fenêtre correctement, c'est beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et je vais dans un premier temps vous présenter l'interface de SilverFX Pro. C'est parti. Alors, quand on ouvre SilverFX Pro avec un fichier TIFF, première chose importante, on peut revenir sur des modifications à tout moment. Je m'explique, si vous cochez cette case, modification non destructive,
vous pouvez faire votre conversion en noir et blanc, l'appliquer, donc revenir dans Lightroom, et vous pourrez à tout moment dans Lightroom repartir sur cette image et vous retrouverez vos réglages exactement les mêmes et vous pourrez la modifier. C'est intéressant, donc travaillez en TIFF et cochez cette case, vous aurez un fichier TIFF un peu plus volumineux, mais ça en vaut la peine. Alors 3 parties dans cette interface, à gauche un panneau consacré aux presets, au centre la zone de travail, également appelée Canva, et à droite vous avez les réglages de votre photo en noir et blanc. Il y en a beaucoup, on va les voir au fur et à mesure à travers un exemple. Alors cette photo, vous pouvez la télécharger sur mon site Vive la photo, je mettrai un lien sous la vidéo. À droite, quand on regarde le panneau tout en haut, on s'aperçoit qu'il y a une loupe qui va zoomer fortement sur une partie de l'image et vous la voyez avant et après vos réglages. Alors cette loupe, en fait, elle affiche l'endroit où se trouve le pointeur de la souris, vous voyez? Donc ça va bouger sans arrêt lorsque vous allez travailler sur votre photo. Alors vous pouvez surveiller un endroit particulier pendant votre travail. Pour ce faire, il va falloir donc épingler votre loupe. Comment ça se passe? J'appuie sur l'épingle, d'accord? Vous voyez, j'ai l'épingle qui est au bout du pointeur de ma souris, et je vais sur cette zone entre les nuages et la bonne ville de Lyon. Voilà, et quand je bouge ma souris, la loupe reste fixée à l'endroit que j'ai décidé de surveiller particulièrement. Et pour enlever l'épingle, il suffit de cliquer sur l'épingle. En haut de la zone de travail, vous avez un libellé réduire, agrandir. Là, vous avez différentes possibilités pour afficher votre photo. Alors, par défaut, c'est Fit, c'est-à-dire que votre photo est ajustée à la taille de la zone de travail. Vous avez Fill, votre photo remplit complètement la zone de travail et vous pouvez vous déplacer, s'il reste des endroits qui ne sont pas couverts dans votre zone de travail, vous pouvez vous déplacer avec le rectangle que vous voyez apparaître en haut et à droite de la zone de travail. D'accord? Vous avez le zoom à 100%. Pareil, vous avez alors ça zoome fortement, parce que la photo est importante. Pareil, vous avez une petite fenêtre et le rectangle qui représente la partie affichée. Et en déplaçant le rectangle, vous vous déplacez dans votre photo à 100%. Vous pouvez aller jusqu'à 200%. Et même si on ouvre la liste déroulante, on peut aller jusqu'à 300%, un demi, un tiers, un quart et un huitième. On va rester en mode ajusté à l'écran, c'est le plus pratique pour travailler. En haut de la zone de travail, vous avez le bouton comparer qui va vous montrer avant et après. Alors, il va falloir faire une modif pour qu'on compare quelque chose. Alors par défaut, quand vous ouvrez SilverFX, vous êtes avec un noir et blanc neutre. C'est le premier preset, 000, qui s'appelle neutre. Donc là, je vais simplement augmenter la lumière pour finir de faire quelque chose. Voilà, c'est violent. Alors, avant et après, vous avez un premier bouton. Si je maintiens le clic enfoncé, je vois avant. Et dès que je relâche le clic, je vois après. Autre possibilité, divisez votre écran en deux et vous voyez avant et après, vous pouvez déplacer pour voir exactement ce qui s'est passé. Et troisième possibilité, vous affichez une photo l'une en dessous de l'autre, avant et en dessous après, et vous pouvez permuter de cette façon-là, c'est-à-dire en mode horizontal et en mode vertical. Je reviens à ma photo, j'annule le réglage très brutal que j'avais fait, et l'histogramme est très important, vous allez le surveiller tout au long de votre travail.
il est très bien fait, et en plus c'est vraiment ce histogramme qui est fait de cette manière-là dans la suite Nik Collection. Vous pouvez l'afficher en mode RVB, vous pouvez afficher les rouges. Alors c'est pas parce qu'il y a une conversion en noir et blanc que les rouges n'existent pas quelque part encore, les verts et les bleus. Et puis vous avez L qui est la luminance de votre photo. Je vais rester en mode L, j'aime bien. Alors très intéressant, en haut de l'histogramme, vous avez les différentes plages tonales de votre photo. Alors vous voyez, si je vais dans la plage tonale des noirs, sur l'écran, je vois apparaître, en mode hachuré orange, tous les noirs de ma photo. Donc je vois la plage tonale noire, de quelle manière cette plage couvre ma photo. Si je vais dans la plage tonale d'à côté, des gris foncés, j'en ai beaucoup plus, il y en a même énormément, donc cela m'indique que sur le travail que je vais faire plus tard, je vais surtout insister sur les gris foncés, les gris un petit peu moins foncés après, etc. Et puis là, je suis dans les tons moyens, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'on va bien agir sur les gris foncés et les gris moyens tout au long de notre travail. Vous voyez, c'est intéressant. Et si je veux fixer une plage tonale, pour voir comment elle évolue, il suffit que je clique sur cette plage, la numéro 2 là, et vous voyez, elle ne bouge plus, elle est épinglée également, et je pourrais la surveiller particulièrement. C'est intéressant, donc je la déclique. Cette possibilité de voir les plages tonales est vraiment très bien faite. Alors, dans cette partie droite, on trouve en dessous de l'histogramme, alors je vous conseille de laisser afficher l'histogramme et la loupe en permanence, parce qu'on peut les fermer, regardez, avec la petite flèche qui se trouve en haut à droite de l'histogramme et la loupe également. Bon, je trouve que c'est un peu dommage de se priver de l'histogramme, peut-être de la loupe si vraiment ça vous dérange. Et en dessous, on trouve tous les réglages que vous allez faire manuellement. Donc des réglages, alors ce sont des sections, ne croyez pas qu'il n'y ait qu'un réglage. Donc vous avez différentes sections, la section réglages globaux, si je l'ouvre, vous voyez qu'il y a de quoi faire, largement. On agit sur la luminosité, le contraste, la structure, on peut protéger la tonalité. Tout ça, je vais vous l'expliquer à travers une photo. Vous avez les réglages sélectifs, et là, on retrouve les fameux viewpoints de la suite Nik Collection, qui sont vraiment spécifiques à ces modules, en français, point de contrôle. On en parlera largement sur un exemple. Dessous, vous avez Clear View, qui est la correction du voile, qui est une fonctionnalité héritée de Photolab, donc qui n'existait pas dans la suite Nik Collection d'origine. Vous retrouvez les filtres couleurs, les types de films. Alors ça, c'est hérité. Alors oui, comme c'est complet, chaque fois, dans chaque section, vous avez vraiment beaucoup de réglages et énormément de possibilités. Vous commencez à comprendre pourquoi SilverFX est le meilleur dans sa partie. Cette fonctionnalité est largement héritée aussi de DxO Film Pack. Ensuite, vous pouvez travailler sur le grain de la pellicule, dans la mesure où vous simulez une pellicule, et vous pouvez faire des réglages de finition qui sont nombreux. Vous avez des sous-sections, vous pouvez faire un virage, un vignettage, des bords brûlés et un cadre autour de votre image. C'est puissant, c'est très bien fait, on va regarder tout ça en détail. Ce qui veut dire que mon tutoriel va être un peu long, mais ne vous inquiétez pas, ça va être bien découpé en parties et vous allez avoir une table de matière importante qui vous permettra d'aller directement à la section qui vous intéresse lorsque vous aurez envie d'avoir plus de détails. Voilà pour ce qui concerne le panneau de droite. Nous allons y revenir largement. Alors vous pouvez travailler uniquement avec des pré-réglages, si vous n'avez pas envie de vous coltiner tous ces réglages compliqués, mais on va voir que c'est quand même très intéressant de travailler soi-même ces photos. Alors les pré-réglages sont des réglages tout faits,
Il y en a en tout 64. Ils sont classés par catégorie. Vous pouvez ouvrir une catégorie et aller chercher dedans. On va regarder quelques pré-réglages qui pourraient être intéressants sur notre photo. Alors, vous voyez, il y en a des très sombres, des très clairs. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Il y a le 5 qui me paraît intéressant. Alors il me prévient que ça va remplacer les réglages actuels. C'est pas mal, ça donne un peu de densité à la photo, un peu de présence au ciel. Et si on regarde les réglages, comme ceci, on voit que certains réglages ont été faits. Alors c'est intéressant aussi de regarder comment ça se passe dans un pré-réglage à titre pédagogique. On voit ce qui a été fait et comment ça peut agir sur cette photo. Ce pré-réglage me plaît, donc on peut l'ajouter aux favoris en cliquant sur la petite étoile à gauche du pré-réglage. Vous voyez, il y a une petite étoile qui apparaît maintenant, et si je vais dans l'onglet des favoris, je retrouve ce pré-réglage. Je désactive les favoris. Alors, il y en a peut-être d'autres qui donnent des choses intéressantes, hein. Il y a celui-ci qui me plaît bien aussi, qui donne beaucoup de densité au ciel, un petit côté dramatique que j'aime beaucoup. Je peux aussi l'ajouter aux favoris, pour après faire un choix, par exemple. Voilà, je vais pas tous les faire, hein. C'est un exemple d'utilisation. Il y a celui-ci aussi qui est pas mal. Alors, bien évidemment, quand on est sur un pré-réglage, on peut le modifier. On a le droit de le modifier les curseurs. Alors, je vais le faire là. Je vais mettre un petit peu de luminosité dynamique, plutôt en enlever, pour rendre l'image encore plus dramatique. Vous voyez, donc là, j'ai modifié mon pré-réglage. Et ce pré-réglage que j'ai modifié, je peux l'enregistrer en cliquant sur le bouton qui est tout en bas à droite, l'enregistrer comme un pré-réglage personnalisé. Alors, faut lui donner un nom. Comme j'ai beaucoup d'imagination, je l'appelle tuto. Et vous pouvez cocher si vous enregistrez avec les points de contrôle que vous avez éventuellement mis en place. Voilà, et je retrouve mon pré-réglage tuto. Alors, on voit que quand j'amène le pointeur de la souris sur ce pré-réglage, je peux l'exporter et je peux le mettre à jour. C'est-à-dire que si je change un réglage, par exemple des tons moyens là, je peux lui dire « Tu mets à jour ce pré-réglage personnalisé avec la modif que je viens de faire. » Il me demande si je veux bien le remplacer, voilà, et puis je peux le supprimer également. Alors on peut aussi importer des pré-réglages à partir d'Internet. Il faut aller dans la section « Importer ». Ici, là, il n'y en a aucun. Je clique sur cette icône, ici, et je clique sur « Importer le pré-réglage », et là, je vais le chercher dans le dossier que j'ai importé à partir d'Internet, et il va s'insérer dans les pré-réglages importés. On peut aussi les exporter, je vous l'ai montré. Alors, une section qui est intéressante à gauche, c'est l'historique de vos manipulations. Depuis le début, vous avez absolument tout ce que vous avez fait, d'accord, jusqu'à maintenant, où j'ai modifié les tons moyens. Alors, on peut revenir sur une opération, si on s'aperçoit qu'on s'est planté, qu'on a fait des manips qui vont pas. Alors, il vous suffit de cliquer sur cette opération. Alors, vous amenez le curseur à côté, et vous cliquez sur le libellé de l'opération, et vous revenez dans l'état précédent. Voilà, là je peux revenir. Alors ça permet aussi, ça, de voir comment c'était à cet état-là, est-ce que c'était plus intéressant ou pas, auquel cas, on ignore tout ce qui a été fait derrière. Je reviens sur ma dernière opération, ton moyen, à noter que ce petit curseur orange ne sert qu'à vous repérer dans les opérations. Pour revenir sur une opération, il faut bien cliquer sur son libellé. Voilà, et si ça vous plaît, que vous vous contentez de ce pré-réglage, vous pouvez appliquer en cliquant sur le bouton appliquer, et là, tous vos réglages sont pris en compte et vous retournez dans Lightroom. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur neutre, comme si on n'avait rien fait, voilà, et je vais vous montrer
comment convertir en noir et blanc manuellement avec tous les réglages du panneau de droite. Et là, vous allez voir que c'est très intéressant, qu'on maîtrise complètement notre noir et blanc. C'est parti. Alors nous voilà dans le vif du sujet. Nous allons examiner un par un absolument tous les réglages qu'on trouve à droite. Alors je vous rappelle qu'ils sont rangés par section. Alors je vais fermer toutes les sections pour que ce soit plus clair. Alors c'est dommage, il n'y a pas le mode solo, comme dans Lightroom. C'est-à-dire quand on ouvre une section, ça ferme toutes les autres. Mais bon, on va faire avec. Voilà. Tout d'abord, on va s'intéresser aux réglages globaux, c'est-à-dire les réglages qui concernent la totalité de la photo. Allons-y. J'ouvre la section réglages globaux et je trouve même des sous-sections, vous voyez, qui sont séparées par un trait horizontal. On va commencer par ce qui concerne l'ajustement de la luminosité. Alors, je peux ajouter de la luminosité, vous voyez, là ça va pas du tout, ou bien en enlever, là ça va pas du tout non plus. Je vais peut-être pas trop jouer sur ce curseur. Je double-clique pour remettre à 0. Voilà. Les tons clairs vont affecter donc les tons clairs de ma photo. On a vu dans les plages de tonalité que j'avais pas tellement de tons clairs. Je vais pas y toucher non plus. Vous voyez, autrement ça joue sur les tons clairs, mais là ça fera pas grand chose. Je vais plutôt jouer sur les tons moyens. Comme toutes les photos, on a souvent beaucoup de tons moyens dans une photo. Alors je peux les éclaircir ou bien les assombrir. Là, je vais les éclaircir un tout petit peu. Voilà, à peu près à 10%, vraiment très peu. Alors tout ça, ça se fait à la vue, bien évidemment. Les ombres, c'est-à-dire les tons foncés, ça va pas me donner grand-chose. Je vais pas y toucher. Par contre, ce que j'aime bien, c'est la luminosité dynamique. Alors c'est une luminosité intelligente qui est moins violente que la luminosité globale, en haut. Elle ne va pas trop affecter les zones très lumineuses et jouer un peu plus sur les zones qui sont plus sombres. Vous voyez, si je pousse la luminosité un petit peu, vous voyez que c'est moins violent que la luminosité globale, mais là ça me va pas, je vais en enlever pour donner de la présence à cette photo. Je vais même y aller carrément, pas tant, voilà, à peu près comme ceci, vers les moins 62%. Voilà, moins 65%, c'est pas mal. Et les tons moyens, voilà déjà une photo qui a un peu plus de caractère, uniquement en jouant sur la lumière. Sur le contraste, alors on trouve un bouton contraste global, qui est très violent aussi. Je remets à 0. Et par contre, on trouve un contraste doux, qui est un contraste intelligent également, qui, vous voyez, est beaucoup moins violent, qui est intéressant. En fait, dans les trois réglages, luminosité, contraste et structure, on trouve un mode global, un petit peu plus bourrin, et des modes intelligents. Luminosité dynamique, contraste doux et structure fine. Alors sur le contraste, je vais peut-être bouger un petit peu les ombres, je vais les amplifier. Non, ça va pas. Je vais jouer uniquement sur le contraste doux. Alors on a amplifié les blancs, amplifié les ombres, et contraste global. Le contraste doux, je vais en enlever un peu. Voilà, pas trop. Voilà, comme ceci. Moins 37%. Alors les réglages de structure, ça concerne donc les détails de la photo. On va donner de la structure à notre photo. Alors vous avez une structure globale, qui vous voyez fait monter la netteté en fait. Et si je vais dans l'autre sens, ça va flouter mon image. Vous avez la structure dans les tons clairs, inutile de vous expliquer tout ça, dans les tons moyens et dans les ombres. Alors là, je vais peut-être jouer un petit peu sur les ombres.
Je vais renforcer la structure dans les ombres. Voilà, 29%, c'est pas mal. Alors vous pouvez jouer sur les noirs aussi, la structure dans les noirs. Là, ça va pas m'apporter grand chose. Et la structure fine, donc, qui m'intéresse aussi, je vais la mettre à 21%, à peu près comme ceci. Vous voyez, déjà, c'est pas mal. Puis vous avez une sous-section protection de la tonalité. Alors ça veut dire quoi? Ça va vous permettre de protéger des tons foncés ou bien des tons clairs. En fait, ça va vous permettre d'éviter l'écrêtage dans les ombres et dans les tons clairs. Alors le mieux, pour être efficace, c'est d'afficher ces écrêtages. Alors ça, c'est dans l'histogramme. Vous voyez, dans les tons clairs et dans les tons foncés. Alors on s'aperçoit que j'ai des écrêtages dans les ombres, dans les noirs, hein, carrément. Et vous voyez, si je joue sur la protection des écrêtages, j'aurais dû l'appeler comme ça aurait été mieux d'ailleurs, j'élimine tous ces écrêtages. C'est intéressant. Alors j'en ai pas dans les tons clairs, et j'ai plus du tout d'écrêtage maintenant. C'est assez intéressant ce réglage, il est mal connu, il est souvent mal expliqué d'ailleurs. Dites-vous bien que ça vous protège des écrêtages en limitant l'effet des réglages que vous avez effectués au-dessus, à savoir dans la luminosité, dans le contraste et dans la structure. C'est assez bien fait. Alors voilà comment on pourrait travailler cette image uniquement avec les réglages globaux. Mais on va voir dans la partie suivante que c'est beaucoup plus intéressant de travailler localement, parce que là je pourrais travailler mon ciel, je pourrais travailler mon sentier, et je serai beaucoup plus efficace. Alors voyons ces points de contrôle qui permettent de travailler localement. C'est parti. Donc voilà, je suis revenu au réglage neutre, donc j'ai complètement remis à zéro tout ce que j'avais fait dans les réglages globaux, et on va voir comment on travaille localement une conversion noir et blanc. Dans cette image, je voudrais surtout faire ressortir le ciel, qui est l'un des sujets principaux de cette photo, et aussi le sentier. Ce qui m'intéressait dans le sentier, c'est les jeux d'ombre et de lumière. Donc je veux valoriser cette photo en mettant en valeur le ciel et le sentier. Pour cela, je vais faire des réglages locaux. On est bien d'accord qu'en réglage global, ce n'est pas possible. Alors, je vais accéder au réglage sélectif. Donc, j'ouvre la section réglage sélectif et je vois qu'une seule chose, c'est des points de contrôle. Donc, c'est la fameuse technologie des U-Point qui ont fait le succès de la suite Nik Collection et qui ont été améliorés par DxOLab. On va voir comment. Donc ce que je vais faire, je vais fixer plusieurs points de contrôle pour couvrir complètement mon ciel et le travailler à travers ces points de contrôle. Je clique sur le point de contrôle à droite et je vais poser le point de contrôle qui est au bout du pointeur de ma souris. Je vais en poser un ici. Alors vous voyez, tout de suite, il m'indique le champ d'action de ce point de contrôle. Je vais, à l'aide de ce curseur, l'étendre un petit peu, comme ceci, et je vais déplacer le point de contrôle pour qu'il soit un peu plus à droite, pour couvrir le ciel. Avec la touche Alt, clic, je duplique ce point de contrôle, et j'en pose un autre un petit peu plus à gauche. Je continue, je duplique ce point de contrôle, j'en pose un troisième, et je continue, toujours sur Alt-clic, je pose un quatrième point de contrôle, là je vais étendre un petit peu le champ d'action, voilà. Donc on voit, à droite, qu'il apparaît 4 points de contrôle, d'accord, et ces points de contrôle ont chacun des réglages séparés. On voit ces réglages qui apparaissent en bas. Vous voyez le point de contrôle actif, c'est le 4, et je peux régler donc ces réglages que vous connaissez, qui existent dans les réglages globaux, luminosité, contraste, structure,
amplifier les blancs, amplifier les noirs. Structure fine, vous voyez, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Mais on va quand même pouvoir faire des choses à travers ces réglages. Et puis j'ai les réglages de tonalité. Là, ce que je voudrais, c'est faire les mêmes réglages pour tous les points de contrôle. Donc ce que je vais faire, je vais les grouper. Pour les grouper, il suffit simplement de les encadrer avec la souris, par glisser. Voilà, comme ceci. Et là, mes 4 points de contrôle, vous voyez, sont tous actifs, ils sont groupés. Avant de faire les réglages, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui va être touché par ces réglages exactement dans ce paysage. Pour ce faire, il existe un masque pour chaque point de contrôle, et ce masque, je peux l'afficher globalement sur les 4 points de contrôle. Il suffit de cliquer en haut. Voilà. Voilà donc le masquage dans SilverFX, et même dans toute la suite Nik Collection. En blanc apparaissent les zones qui vont être impactées par mon réglage. Alors vous voyez que ça joue sur la luminosité, hein. Chaque fois j'ai pointé dans les nuages, parce qu'en fait c'est surtout les nuages qui m'intéressent. En gris, ce qui va être moins impacté, et en noir, ce qui va pas du tout être impacté. On voit que le ciel est très peu impacté, ça m'arrange. Par contre, j'ai un petit peu trop de paysage. Alors ça se règle à travers ces deux réglages, luminance et chrominance, qui permet donc de sélectionner les couleurs de ma photo, c'est-à-dire mon masquage là. Si j'augmente la luminance, on voit ce que ça fait. Ça touche un petit peu trop les nuages. Et la chrominance, ça c'est peut-être un petit peu mieux. Même si une partie de la ville en bas est impactée, c'est pas grave. Donc là, ça me va bien. Alors j'enlève le masque pour voir ce que je fais. Je déclique. Et là, je vais régler donc globalement mes 4 points de contrôle. Là, je vais jouer sur le contraste plutôt. Je vais l'augmenter. On va voir ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Alors, il faut pas trop en faire. Voilà, 65%. La structure, pour faire ressortir la structure des nuages, ça monte très vite. 42%, ça suffira. Les noirs, amplifier les noirs. Alors, si on voit pas le libellé complètement, vous avez une infobulle quand vous amenez la souris sur le libellé, hein. Donc les noirs sont en bas, je les amplifie. Ah oui, ça marche pas trop mal, ça. 40%. Et la structure fine, pour monter encore cette structure, voir ce que ça donne. On va la monter généreusement. Ouais, là, ça marche mieux d'ailleurs que la structure globale, 68%. C'est pas mal. Mon ciel ressort bien comme je veux, et je n'affecte pas les zones qui sont en dessous. En dessous, vous avez les tonalités sélectives, qui sont héritées de Photolab. Alors juste préciser que auparavant, dans la version précédente, les réglages des points de contrôle s'affichaient dans l'image, c'est-à-dire en dessous du point de contrôle. Ça encombrait pas mal l'image, donc dans cette nouvelle version, ils ont été déportés dans le panneau de droite, et je trouve que c'est bien pratique. Donc sur la tonalité, je vais simplement diminuer les tons clairs peut-être. Voilà. Ça va très vite. Comme ceci. Ah oui, alors là, ça donne de la structure, hein. Ça donne un aspect dramatique dans le ciel. Et je vais faire ressortir les tons moyens. Voilà, c'est pas mal, c'est bien ce que je voulais faire dans ce magnifique ciel. Bien, maintenant je vais m'occuper du chemin. Je vais tracer également plusieurs points de contrôle. Alors je vais aller un peu plus vite, maintenant que vous savez faire ça par cœur. Je prends le point de contrôle, je l'amène je les groupe, comme ceci. J'ai mes 3 points de contrôle supplémentaires groupés. Je vérifie avec les masques si ça touche bien la zone qui m'intéresse.
c'est pas trop mal. On peut jouer légèrement sur la chrominance et la luminance. Voilà. Non mais ça va bien impacter surtout le chemin, des parties qui m'intéressent. Je sors du masque. Alors, pendant que j'y suis, un paramètre dont je vous ai pas parlé encore, c'est la colorisation sélective. Voilà, sur mon ensemble de points de contrôle, je peux dire le chemin, je récupère de la couleur. Donc je pousse ce curseur à fond là pour vous montrer colorisation sélective et il va coloriser donc mon chemin. Là, ça n'a aucun intérêt. Je vous disais plus haut dans ce tutoriel que les informations de couleur ne sont pas perdues. En voici la preuve. Alors ça peut être intéressant si vous voulez faire apparaître une touche de couleur quelque part dans votre photo noir et blanc. Là, c'est pas du tout utile. Alors là, je vais jouer uniquement sur la tonalité pour faire ressortir ces ombres et ces lumières. Alors ce que je vais faire, je vais augmenter les tons clairs à 40%. Je vais diminuer les tons moyens très légèrement à moins 19%. Et je vais augmenter les ombres. En fait, les éclaircir très légèrement. Voilà, je pense que ça ira comme ça. Voilà donc avec des réglages sélectifs, on arrive à mettre en valeur certaines parties d'une photo. On n'a pas toujours besoin de toucher toutes les parties d'une photo pour avoir un noir et blanc de qualité. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant. Quand on a un petit peu l'habitude des points de contrôle, on peut bien maîtriser sa photo. Alors, un autre réglage dont je vais vous parler, car il est très court, je vais l'ajouter à cette partie, c'est le Clear View. Voilà. Alors Clear View, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement correction du voile atmosphérique, qui est hérité de Photolab également. Voilà, ça sert strictement à rien sur cette photo, mais voilà, ça peut être intéressant sur des photos dans lesquelles vous avez de la brume de chaleur, et ça l'enlève complètement, ça fait monter le contraste, alors faites attention aussi. Dans la partie suivante, nous allons voir les filtres couleurs. Allons-y. Je ferme Clear View et j'ouvre la section suivante, filtre couleurs. En fait, là c'est très simple, ça va simuler les filtres vissants qu'on mettait sur les appareils photo quand on faisait du noir et blanc, et ça faisait ressortir certaines parties noir et blanc de votre photo. Regardez, on essaye quelques filtres. Vous voyez, il y a des effets différents selon la couleur du filtre, comme ceci. Bon, ici, le filtre bleu est redoutable. Ici, ça n'apporte absolument rien, hein. Alors, vous pouvez modifier dessous la teinte de votre filtre photo, avec la roue chromatique qui est représentée par une barre horizontale. C'est pour ça que l'unité est en degrés. Et l'intensité du filtre, donc sa puissance. Voilà. Donc là, on va pas en utiliser. Alors, deux petits réglages dont je n'ai pas parlé, c'est réinitialiser tous les réglages de cette section, les remettre à zéro. C'est cette petite flèche tournante. D'accord. Vous voyez, je reviens à zéro. Ou bien ne pas les appliquer aussi, ce qui revient à peu près au même. Pas tout à fait. La petite case à cocher, ça veut dire je n'applique pas les filtres couleurs. Donc là, effectivement, sur cette photo, il n'y en a pas besoin. Dans la partie suivante, nous allons nous occuper des types de films. Alors, il est possible de simuler un type de film. J'ouvre la section, et la première chose que je vois, c'est une liste déroulante qui est positionnée à neutre par défaut, c'est-à-dire aucun film. Si je l'ouvre, je peux choisir un film argentique, et là, le logiciel va simuler l'effet de ce film argentique. Donc, on va retrouver le grain argentique
et le rendu argentique. Alors je vais choisir une pellicule, un petit peu au hasard, Agfa Pro 100, pourquoi pas, c'est même pas mal. Voilà, je vais zoomer sur la photo, je me suis déplacé en haut, et vous voyez que on voit apparaître très nettement du grain dans les nuages et dans le ciel. Alors ce grain, je peux le contrôler, je peux contrôler sa densité, donc le nombre de grains par pixel. Alors, je vais le grossir un peu. Voilà, pour vous montrer, alors j'y suis allé très fort, hein. C'est pour vous montrer comment on contrôle le grain. Et puis, je peux contrôler la dureté du grain. Je peux faire des grains qui sont gros, ou bien des grains qui sont plus fins. Voilà, j'ai fait un peu plus fin. Je reviens à mon image en mode ajusté à l'écran. Ensuite, je trouve le réglage de la sensibilité. Alors, vous voyez que le type de pellicule a généré des réglages. D'accord? Alors là, on voit des canaux de couleurs. Quand je vous ai dit que la couleur n'était jamais perdue dans du noir et blanc, et on peut agir sur ces canaux pour modifier encore notre photo et le rendu de notre pellicule. Je ne vais pas le faire, ça apporterait pas grand-chose, c'est pas mal, même cette photo comme ça. Et on trouve en dessous une courbe de niveau, alors vous voyez comme quoi c'est très très complet. Donc la courbe de niveau a été modifiée par le type de pellicule déjà, et je pourrais agir sur cette courbe de niveau pour encore densifier ma photo, ou bien la rendre moins dense, ça dépend, dans les zones claires, dans les zones foncées. Vous voyez qu'on a des réglages vraiment très très complets, rien que pour la simulation d'un film argentique. Alors ce que je vais faire là, je ne vais pas appliquer ces réglages, donc je décoche type de film. Voilà. Et nous allons passer au réglage suivant, c'est le grain de la pellicule. En dessous, vous avez quelque chose qui est lié aussi à l'argentique, donc je le traite maintenant dans cette partie, c'est le grain de la pellicule. Vous pouvez ne pas avoir choisi un type de film argentique, mais quand même appliquer ce réglage, parce que vous avez envie de donner du grain à votre photo. J'ouvre ce réglage, et là je peux choisir un type de film, donc un type de grain. Alors je vais peut-être reprendre la même pellicule pendant que j'y suis. Agfa PX100. Alors on va passer en zoom. On va aller dans le ciel. Voilà. Donc on retrouve le grain de la pellicule Agfa PX100. Je peux augmenter son intensité et je peux augmenter la taille du grain. Allons-y carrément, comme ça c'est franchement pas beau. Donc possibilité de jouer sur du grain argentique dans votre photo. Je vais pas l'appliquer non plus, je dézoome, et nous allons aborder ensuite un long chapitre sur les réglages de finition. On va voir qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup, et que c'est très intéressant. C'est parti! Alors, si j'ouvre la section réglage de finition, comme ceci, je vois que j'ai un certain nombre de sous-sections, j'en ai 4, le virage, le vignettage, les bords brûlés et la bordure de l'image. On va donc pouvoir réaliser, éventuellement, on n'est pas obligé de tous les activer, bien entendu, on peut réaliser d'abord un virage partiel pour voir comment ça se passe. J'ouvre donc les réglages du virage. Tout d'abord, on va choisir un modèle de virage. Alors, par défaut, c'est le premier, qui ne fait rien du tout sur la photo, on est d'accord, il est neutre. Ensuite, j'ai d'autres types de virages, ils sont classés par catégorie en plus. Alors, il suffit de passer la souris sur un type de virage pour voir dans la zone de travail ce que ça donne. Voilà le 3,
Voilà des réglages sélénium qui sont moins intéressants à mon avis. Enfin, vous en avez beaucoup, on va en prendre un. On va prendre le 3, un petit peu sépia, un petit peu photo ancienne, j'aime bien. C'est pas trop exagéré. Ensuite, on peut fixer l'intensité de ce virage, l'intensité de cet effet, vous voyez. Là, je suis à fond. Je vais quand même le mettre un petit peu fort. Voilà, 65%. Ensuite, on fait le virage entre deux choses, entre la teinte argentique de ma photo et la teinte du papier. Alors les terminologies sont un petit peu bizarres. La nuance argentée, c'est la teinte argentée qu'on va donner à notre virage. La nuance du papier, c'est la teinte du papier. Donc l'équilibre va se faire entre ces deux teintes. La tonalité argentée, c'est la plage tonale dans laquelle on applique la teinte, que ce soit bien clair. Et la tonalité du papier, c'est la plage tonale dans laquelle on applique la teinte du papier. Alors, on va mettre une nuance argentée plutôt dans les jaunes, c'est-à-dire que je vais changer un petit peu les valeurs par défaut, pour voir ce que ça donne. Alors la teinte, en fait, c'est la roue chromatique qui est représentée horizontalement. C'est la raison pour laquelle on trouve des valeurs en degrés. Je vais essayer d'aller dans les jaunes pour voir ce que ça donne. Ah, j'aime bien, dans les jaunes, ça accentue encore plus l'effet. Et pour la teinte du papier, je vais essayer d'aller plutôt dans une couleur complémentaire, alors plutôt dans les roses rougeâtres, voilà. Et sur la plage tonale argentée, je vais pas trop la bouger. Je vais laisser la valeur par défaut. Et la plage tonale du papier, je vais la mettre un peu faible. Voilà. Et le dernier réglage par lequel il faut terminer, normalement, c'est la balance. Ça veut dire, est-ce que je donne la priorité à la teinte argentée ou bien à la teinte du papier? D'accord? Donc, ça se fait à la vue. Voilà, je vais trouver un espèce d'équilibre entre les deux. Voilà, ce qui me donne quelque chose d'un peu particulier. Donc voilà comment on peut réaliser un virage dans notre photo. Donc pour le désactiver, là, il faut revenir sur le virage neutre. Voilà. Je ferme la sous-section virage pour passer au vignettage. Alors ça, je pense que vous connaissez. Ça consiste à assombrir les bords de l'image pour inviter le spectateur à rentrer dans votre image, à fixer son regard sur le centre de l'image. Donc là, il est désactivé par défaut, le vignettage. J'ouvre la liste déroulante et j'ai beaucoup de modèles de vignettage possibles. Pareil, en passant la souris dessus, on voit ce que ça donne. On va choisir le type 2 de cadre noir, comme ceci. Donc ça vous fait les réglages par défaut, mais vous avez accès aux réglages. Donc la quantité de vignettage, vous voyez. Alors si je vais vers la droite, le vignettage devient blanc. Si je vais vers la gauche, il est noir. Donc je préfère un vignettage noir personnellement sur cette photo. Ensuite, la forme du vignettage, est-ce que c'est en forme de rectangle ou bien en forme de cercle? Donc on va le faire en forme de cercle. Et la taille, voilà, ça se fait à la vue également. Moi j'aime bien les vignettages qui sont présents, donc qui sont efficaces, mais qui sont pas trop visibles, c'est-à-dire qui ne gênent pas quand même la photo. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et vous pouvez déplacer le centre du vignettage. Là, le centre du vignettage par défaut est au centre de la photo, mais vous voudrez peut-être faire un vignettage décalé. Vous avez la possibilité, et par exemple le mettre sur le côté comme ceci. Vous voyez, et le vignettage ne s'applique plus à gauche, mais s'applique surtout à droite. Alors on va le remettre au centre.
Ce sont les réglages classiques d'un vignettage, mais ils y sont tous. Donc ça, je vais le conserver. Le vignettage, c'est important dans la finition d'une photo. Je ferme la sous-section vignettage. Le réglage de finition suivant concerne les bords brûlés. Donc vous pouvez ajouter des bords brûlés à votre photo. Alors comment ça se passe? On va ouvrir la sous-section et comme les autres sous-sections, vous avez un modèle qui est désactivé par défaut et vous pouvez, en passant la souris dessus, voir ce que donnent les différents modèles. Alors vous avez les bords 1, les bords 2, tout dépend de ce que vous voulez faire. On va faire tous les bords. Voilà. Vous avez l'intensité du réglage. Alors vous pouvez régler après bord par bord. Vous voyez, individuellement, en fait. Regardez, si là je suis sur le bord de gauche, si je monte l'intensité du réglage, vous voyez que le bord brûlé de gauche va bouger considérablement. D'accord? Je peux modifier sa taille. Vous voyez, c'est sensible. Donc c'est la taille du bord brûlé avec une zone progressive sur la photo. On voit très bien quand je bouge la taille et vous pouvez régler l'intensité de la zone progressive, donc de la transition entre le bord brûlé et votre photo avec ce curseur transition. Vous voyez, pour chaque bord, on peut faire les réglages. Là, je suis sur le bord du haut, etc. Je vais pas faire les autres, vous avez compris le principe. Donc, vous choisissez un modèle et vous pouvez adapter chacun des bords. Donc là, ça m'intéresse moyennement, ce réglage, je vais pas le faire du tout, donc je le désactive. Et enfin, nous arrivons au dernier réglage de finition, c'est-à-dire les bordures de l'image. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire un cadre autour de cette image. Alors j'ouvre les paramètres, et comme d'habitude, vous avez des modèles. Par défaut, c'est désactivé. On va choisir un modèle. Alors quand on survole un modèle, on voit apparaître ce modèle dans la zone de travail. Je vais choisir le type 10, qui me plaît bien. Le paramètre taille, vous vous en doutez, ça permet de régler la taille de la bordure. Là, c'est un peu trop important. Alors, chose qu'il faut savoir, cette bordure empiète à l'intérieur de l'image. Je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne puisse pas choisir si on veut un cadre extérieur ou bien un cadre intérieur à l'image. Je vais réduire la taille. Comme ceci, j'aime bien, c'est un peu plus fin, moins 77%. Le paramètre suivant, c'est l'écart. En fait, c'est la distance entre votre photo et le fond. Imaginons que cette photo soit collée sur un fond blanc. Il y a un écart donc entre plus ou moins visible entre la photo et le fond. Vous voyez, si j'augmente à fond, on voit l'écart plus important. Là, je vais faire un tout petit écart à 13%. La rugosité, c'est la rugosité du bord de la photo. Est-ce que le bord est plus ou moins net? Vous voyez, si je le mets net, ce bord apparaît plus net. Comme rien n'est parfait dans ce monde, je vais mettre un petit peu de grossièreté dans mon bord. Voilà, je l'ai mis à 67. Et enfin, le dernier paramètre, ajuster la bordure, c'est en fait décaler les zones d'écart de votre bordure, en fait. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. C'est pas facile à expliquer. Alors, je peux rentrer une valeur, mais par contre, vous avez un bouton qui va ajuster automatiquement la bordure. Vous voyez, quand je le bouge, les écarts changent de place. Voilà donc pour ce dernier paramètre de cette longue partie sur les finitions de l'image. Par contre, ce cadre, je vais le garder, ça me plaît bien, ça finit bien la photo. Sur du noir et blanc, ça fait un bel effet, à mon goût. Voilà, maintenant, il me reste à valider toutes ces modifications.
Je clique sur le bouton Appliquer et il retourne dans Lightroom avec la copie virtuelle modifiée. J'ai donc 3 versions de ma photo, avant développement dans Lightroom, après développement dans Lightroom, et après la conversion en noir et blanc dans SilverFX Pro 3. Alors, comme nous avons pris soin de travailler en mode non destructif, ce que je vous conseille fortement, on peut modifier notre conversion noir et blanc dans SilverFX à partir de Lightroom. Donc, par contre, il y a une précaution à prendre. Donc, je clique droit sur la photo, modifier dans SilverFX Pro 3, et là, prenez soin de bien cliquer sur modifier l'original. Autrement, si vous faites une copie, il est bien évident qu'il va créer une nouvelle version de vos modifications. Donc, je fais modifier l'original, j'arrive dans SilverFX, et vous voyez que je retrouve mes modifications. Je retrouve bien le type 10 dans les bordures d'image, avec les personnalisations que j'ai fait. Voilà, cette longue présentation s'achève. Alors, en résumé, on peut dire que SilverFX est un merveilleux logiciel. La version 3 ajoute encore des fonctionnalités et de belles manières et propose une belle interface. J'ai fait un tutoriel un peu long, mais la table des matières est importante et vous pouvez accéder directement à une partie ou à une sous-partie de ce tutoriel sans avoir à tout regarder pour rechercher ce qui vous intéresse. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vais poursuivre la mise à jour de ma formation complète à la suite Nik Collection avec les modules qui ont été sensiblement modifiés, donc depuis la version gratuite de la suite Nik Collection. Il y a des modules qui ont été modifiés et d'autres qui ont été ajoutés, donc je pense que ça vaut le coup de refaire des tutoriels. SilverFX maintient sa place de leader en matière de conversion noir et blanc. Je crois qu'après ce tutoriel, c'est clair pour tout le monde. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel consacré à Viveza 3, toujours de la suite Nik Collection 5.